Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un nouvel avis lecture. Dans cet avis lecture, j'ai 5 livres en tout à vous présenter, dont 4 romans et un graphique. Et on va commencer par le premier roman que je n'ai pas en ma possession parce que c'était un emprunt de bibliothèque. Je vous remettrai bien évidemment la couverture en bas de l'écran. Il s'agit de Shadow Black de Sébastien de Castel, qui est le tome 2 de la saga de l'Anti-Magicien. Euh, Ça va être dur de vous le résumer dans la mesure où je ne veux pas vous spoiler l'intégralité du tome 1 si vous ne l'avez pas encore lu. Donc je vais vous rappeler très rapidement le résumé du tome 1 et ensuite je vous parlerai de mon ressenti. Dans cette saga, on va suivre Callen qui est un ado qui vit dans une communauté où la magie est normale, c'est-à-dire qu'à peu près tout le monde dans cette communauté a des pouvoirs magiques et le but c'est d'avoir des pouvoirs plus puissants que les autres afin de pouvoir s'élever au sein du clan et de la communauté dans son ensemble. Le problème c'est que Callen, lui, n'a jamais montré une quelconque aptitude pour la magie, au point où au moment d'arriver grosso modo à la majorité, il a dû tricher pour faire croire aux autres qu'il avait des pouvoirs magiques en utilisant le seul sort qu'il maîtrise et également des tours de passe-passe un petit peu façon artificier ou magicien des rues. Et donc c'est de là que vient le titre de la saga en français, l'anti-magicien. Ça a à peu près fonctionné, mais vous vous doutez bien que ça ne peut pas s'arrêter là. Dans le premier tome, il se passe déjà beaucoup de choses et on apprend que Callen n'est pas celui qu'on croit. Et quand je vous dis que je ne veux pas vous spoiler l'intégralité du tome 1 en vous parlant du tome 2, c'est que l'intrigue du tome 2 tourne complètement autour de cette révélation que l'on a à peu près dans la dernière partie du tome 1. Ça va donc être très difficile pour moi de vous parler du tome 2 plus en détail. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce tome 2, on suit à nouveau Callen qui est accompagné d'un chat-écureuil. C'est une créature un peu spéciale que j'aime beaucoup. Callen est le seul à pouvoir le comprendre, ils arrivent à communiquer et il faut savoir que ce chat-écureuil, donc Rakis en français, Righteous en anglais, se considère non pas comme la créature de compagnie de Callen mais comme son associé. J'aime beaucoup la dynamique entre les deux et ils sont également accompagnés d'une jeune femme. C'est Feria, il me semble en français, et Fergus en anglais et je ne veux pas vous en dire plus pour encore une fois ne pas vous spoiler. On va donc très rapidement passer à mon ressenti. J'ai été globalement déçue par ce tome 2 mais pas parce qu'il était plus mauvais que le tome 1 mais sûrement parce que je n'avais pas de très bons souvenirs du tome 1. Je me suis rendu compte à la lecture du tome 2 qu'il se passait beaucoup de choses et effectivement ça m'a rappelé que dans le tome 1 c'était la même chose. Il se passe énormément de choses, il y a beaucoup de rebondissements, de twists, de petites actions etc. mais qui au final n'impactent pas vraiment la storyline principale et ce qui fait que moi au bout d'un moment j'ai perdu de vue les enjeux de ce tome 2, c'est-à-dire que si vous m'aviez demandé au milieu de la lecture voire même vers la fin, quels étaient réellement les enjeux de la quête entre guillemets ou du voyage de Callen, j'aurais été bien en peine de vous les résumer correctement. J'ai mis plus d'une semaine, ou peut-être pas tout à fait, on va dire j'ai mis une semaine à lire ce tome 2 alors qu'il fait 300 pages, c'est de la jeunesse, c'est écrit très gros, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai eu du mal à rentrer dedans. Ça n'a pas été une mauvaise lecture en soi, loin de là. Si j'ai l'occasion de continuer cette saga, je le ferai. Si je les trouve dans les rayons de ma bibliothèque pas très bien rangés, je le ferai. Mais honnêtement, je vais pas me jeter dessus parce que ça a été un petit peu laborieux et pour tout vous dire, je me suis pas énormément attachée au personnage. Callen, ça va. Fergus a tendance un petit peu à m'agacer et le seul pour qui j'ai réellement de l'affection et un intérêt en soi, c'est le chat-écureuil parce que c'est lui qui apporte vraiment l'humour dans cette saga. Mais sinon, voilà, je ne suis pas complètement rentrée dans cette histoire. C'est un petit peu dommage parce que pour le coup, je gardais un bon souvenir du tome 1, mais peut-être parce que j'avais oublié justement cet aspect très chargé et un peu lent à mon goût. Voilà, je vous déconseille pas cette saga, loin de là, à mon avis, beaucoup de gens y trouveront leur compte, mais c'est pas exactement ma préférée. On enchaîne sur un deuxième roman d'un tout autre genre. J'ai lu la semaine dernière The Bass Rock de Evie Wyld. On est ici sur un roman adulte, il s'agit de fiction teintée peut-être d'un petit peu de réalisme magique par une autrice écossaise. Ça se passe en Écosse, donc en face du Bass Rock dans la ville de North Berwick, qui est pas trop loin, c'est à environ 1 heure au sud d'Édimbourg. J'y suis allée l'été dernier et c'est ça, et couplé à la thématique, qui avait clairement attiré mon attention. Ici on va se centrer sur une histoire de femmes, plus précisément on va suivre 3 femmes. La première s'appelle Sarah, elle a vécu au XVIIIe siècle et elle avait été accusée de sorcellerie à une époque où forcément la sorcellerie c'était pas bien vu du tout. Et elle avait été forcée de fuir son village en compagnie de gens qui l'avaient aidée et qui donc étaient vus un petit peu comme des sortes de complices.
Ensuite, on va se retrouver dans les années 40-50, donc peu de temps après la guerre. On va rencontrer Ruth qui a épousé un homme qui avait déjà 2 fils et cet homme a décidé de tous les faire déménager là à North Berwick. On ne sait pas vraiment pourquoi, Ruth s'ennuie un petit peu, c'est très difficile pour elle de s'adapter et on va donc découvrir sa nouvelle vie et savoir si elle s'adapte ou non réellement à cette maison et à cette ville. Et enfin, de nos jours, on va suivre Viv, donc Vivian, qui est en charge de s'occuper justement de cette fameuse maison de Bathrock. On ne sait pas au début quel est le lien qui la lie éventuellement à Ruth, ou s'il y a un lien ou pas du tout. Mais donc voilà, on suit les destins de ces 3 femmes, vous l'aurez compris, elles sont toutes liées à cette ville et à ce rocher, qui est donc vraiment, je vous l'ai pas dit, mais c'est un rocher vraiment perdu au milieu de la mer. C'est un énorme rocher sur lequel personne n'habite, il y a simplement un phare, et c'est avant tout une réserve d'oiseaux. Je crois que c'est la plus grande colonie de footbassans du monde ou d'Europe en tout cas, je ne sais pas, bref, quelque chose comme ça. Et les destins des 3 femmes vont être impactés par cet endroit en particulier. Je ne vous en dis pas plus sur le résumé. C'est un roman très court, il fait de tête 300 pages, quelque chose comme ça, 350 pages. Je l'ai dévoré en 2 après-midi, c'était extrêmement prenant, extrêmement touchant. Je suis rentrée très très vite dans cette lecture. Maintenant, je ne peux pas vraiment qualifier ça de coup de cœur parce que c'est une lecture très spéciale et je ne suis pas encore certaine de l'avoir complètement digérée. Peut-être que je vous en reparlerai dans plusieurs mois si je vous fais un update de mes livres qui se passent en Écosse par exemple, et mon avis aura peut-être changé, en bien ou en mal, je ne sais pas. Plutôt en bien je pense, parce que ça reste un livre qui m'a marqué, moi en tant que femme. C'est un livre très dur, assez cru par certains côtés, le style aussi est pas forcément évident de premier abord, notamment dans la partie qui se passe au présent, donc quand on suit Vivian, ça peut être un petit peu compliqué de la suivre. C'est un style qui suit réellement ses pensées comme elles lui arrivent. La partie la plus accessible à mon sens, si on n'a pas l'habitude, ce serait la partie qui concerne Ruth, donc qui se passe dans les années 40-50. Et là pour le coup le style est un peu plus standard. Je n'ai pas trouvé de liste de trigger warnings en tant que tel pour ce roman, mais j'ai trouvé un article de blog qui les mentionne, donc je vous le mettrai en barre d'infos, parce que je pense qu'il ne faut pas rentrer dans cette lecture comme ça. Il faut un petit peu être préparé, avoir le cœur assez accroché. Vous vous doutez que si on est sur une histoire de femmes, on va bien évidemment parler de violences faites aux femmes et la violence peut prendre de nombreuses formes. Je vous parlais tout à l'heure de réalisme magique, ne vous attendez surtout pas à un livre de fantasy ou de science-fiction, non pas du tout, c'est vraiment ça, c'est des touches qui laissent penser que peut-être les coïncidences n'en sont pas forcément, ce genre de choses. Bref, c'était une très chouette lecture. Si vous vous intéressez à la question de la place des sorcières dans l'histoire, et notamment en Écosse, qui a une relation très très particulière avec la chasse aux sorcières, et de manière plus large, la condition de la femme à travers les époques, et ben écoutez, ce livre, je pense, trouvera un écho chez vous. Je sais qu'il a été traduit assez récemment, donc voilà, je vous le conseille vivement, mais simplement renseignez-vous peut-être un petit peu avant de vous lancer dedans. Ensuite, une lecture que j'attendais depuis très très longtemps, et je suis contente de me l'être gardée pour maintenant. Il s'agit de Aura's End, donc le tome 3 de Aura Cycle de Amy Kaufman et Jay Kristoff. On est ici sur une saga Young Adult de science-fiction, plus précisément de Space Opera. C'est la conclusion de la trilogie, donc je ne vais pas trop m'attarder sur le résumé, mais sachez que c'était une excellente lecture. On n'est pas passé très loin du coup de cœur là non plus, j'ai même versé quelques larmes. Comme toujours, on a énormément d'humour, mais aussi beaucoup de tendresse entre les personnages. C'est vraiment ça qui m'avait accroché dans cette histoire, c'est les relations entre les personnages. Je vais juste vous rappeler un tout petit peu le résumé du tome 1. Donc au début du tome 1, on rencontre Tyler Jones qui est en train de finir ses études à l'académie. C'est l'équivalent de l'académie navale en quelque sorte, mais dans l'espace, on se trouve dans le futur. Il sait, c'est garanti qu'il va finir premier de sa promo et que donc il aura le choix de créer son futur équipage, parce que le but, vous vous en doutez bien, s'il sort de l'académie, c'est de devenir lui-même capitaine d'un vaisseau. Le problème, c'est que il va sortir une nuit parce qu'il n'arrive pas à dormir et il va tomber sur Aurora, qui est une jeune fille qui est endormie, cryogénisée dans un pod, et il se rend compte qu'il doit la sauver. Il va donc arriver en retard à sa cérémonie de remise de diplôme, et le problème c'est que tous les équipages seront déjà constitués. Il va donc se retrouver avec ceux qui restent, comprendre les gens dont personne ne voulait, et donc on va se retrouver avec ce groupe de misfits, littéralement de gens dont personne ne voulait, qui vont donc être forcés
bon gré mal gré à devoir collaborer et ça va plus ou moins bien fonctionner. Au début on va vite se rendre compte que s'ils sont là ce n'est pas par hasard et donc dans ce tome 3 en fait on a toutes les réponses et on se rend compte que réellement s'ils sont là ce n'est pas par hasard. Vous avez un gros indice sur la thématique de ce livre sur la couverture, je ne vous en dis pas plus parce que je n'avais pas franchement envisagé cette possibilité. Pour le coup moi cette thématique ça passe ou ça casse en général avec moi en fiction et là j'ai trouvé que c'était plutôt pas trop mal fait. Après j'ai pas non plus trop cherché à démonter le pourquoi du comment, mais ça m'a plutôt convaincue, donc j'étais très contente. J'étais vraiment ravie de retrouver les personnages, mais aussi très triste de les quitter. Il y a plusieurs romances dans cette saga qui, je trouve, fonctionnent plutôt bien. C'est une saga très inclusive, j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup le rythme. Il y a de l'action, mais ce n'est pas non plus trop, je trouve que c'est plutôt bien dosé, et je dois dire que je trouve que le fait que ça se déroule en 3 tomes et pas plus, ben, ça me paraît plutôt bien. Si on était parti sur 4 ou 5 tomes, je pense que ça aurait commencé à s'essouffler. Là, voilà, on boucle la boucle, et c'est très bien. En attendant, je ne suis pas sûre de lire les autres sagas des auteurs, notamment Illuminae ne m'a jamais franchement tentée, et pour tout vous dire, quand j'ai fini cette saga, je suis allée me balader un petit peu sur internet, et j'ai appris des choses sur Jay Kristoff en particulier, pas Amy Kaufman, mais Jay Kristoff, qui m'ont fait penser que effectivement c'est pas forcément un auteur que j'ai envie de soutenir plus que ça ou envie de suivre plus que ça. Je vous laisserai aller vous renseigner si ça vous intéresse, je suis pas là pour polémiquer du tout, on a chacun son avis sur ce genre de questions, mais voilà, sachez que c'est potentiellement un auteur un petit peu problématique. Vous le savez, je ne suis pas une grande fan ni une grande spécialiste de la science-fiction, mais si comme moi vous avez envie de vous lancer dans le genre, parce que je commence un petit peu à me faire une petite culture, eh bien sachez que c'est le genre de saga que je pourrais vous recommander parce que le space opéra pour moi c'est ce qu'il y a de plus accessible comme sous-genre de la science-fiction. C'est une histoire qui fonctionne très bien, qui tourne autour un peu d'une bande de potes en quelque sorte, et l'aspect science-fiction est suffisamment construit pour être crédible sans être trop complexe, et ça j'apprécie beaucoup. Donc voilà, si vous cherchez une saga pour vous lancer, eh bien sachez que celle-là fera très bien le job je pense. Et ensuite on finit sur le dernier roman avant de passer au graphique. J'ai lu ces 2 derniers jours What Abigail Did That Summer de Ben Aronovich. Je vous en ai parlé la semaine dernière dans mon retour de bibliothèque / book haul que je vous remettrai en haut de l'écran si vous ne l'avez pas vu. On est ici sur un tome compagnon, plus précisément une novella qui s'inscrit dans l'univers des Rivers of London, donc les rivières de Londres de cet auteur. Les Rivers of London, c'est une saga d'enquête surnaturelle qui se passe à Londres et qui est clairement destinée à un public adulte, je le précise parce que ça a son importance. Quand j'ai vu ce tome arriver, je crois, l'année dernière, il a été marketé comme, en gros, l'adaptation de Rivers of London à un public plus jeune, pas forcément très très jeunesse, mais en tout cas jeune ado et voire jusqu'à young adult. Donc je m'attendais clairement à une lecture de ce genre. Eh bien c'était un petit peu plus compliqué que ça, et donc au final je comprends que peut-être la bibliothèque ait préféré l'inclure dans le rayon adulte, même si pour moi il a davantage sa place dans le rayon ado, on va y revenir tout de suite. Il faut savoir que dans Rivers of London, on va donc suivre Peter Grant, qui à l'origine est policier à la Met, et qui va se retrouver détaché par des circonstances un petit peu hasardeuses au département qui s'appelle The Folly, et qui est en charge des enquêtes surnaturelles. Il va également être pris en charge par Nightingale, qui est un sorcier et qui va décider de former Pete Grant à devenir lui-même sorcier ou magicien, je sais plus comment on dit, bref. Et donc Peter a une petite cousine, Abigail, que l'on croise déjà dans la saga principale, qui a je crois 13-14 ans, et donc dans ce tome on va se centrer sur Abigail. Elle va se retrouver embarquée dans une histoire de disparition d'enfants dans la zone de Hampstead Heath à Londres, et elle va décider de mener sa propre enquête parce qu'elle sait que Peter Grant est magicien, elle sait que la magie existe, et elle, son rêve ça serait d'intégrer avec lui la Folly et donc de devenir enquêtrice, et donc elle voit là une opportunité un petit peu de s'entraîner. Elle va être aidée pour ça d'un groupe de renards qui savent parler et qui se sont un peu constitués en une espèce d'unité spéciale tactique d'infiltration, etc. Bref, du Ben Aronovich tout craché, c'est-à-dire qu'il y a des choses complètement délirantes qui se passent et ça ne choque absolument personne. Et elle va donc mener son enquête pour notamment retrouver son nouvel
bel ami Simon qui semble avoir disparu. Je m'en arrête là pour le résumé parce que c'est un roman extrêmement court et j'ai pas envie de vous spoiler. Là où je vous parlais tout à l'heure de la question de la tranche d'âge, c'est que oui, on suit une jeune fille de 13 ans, elle a des considérations d'ado, elle parle de ses amis, elle parle de son téléphone, elle parle de l'école, etc. Mais en attendant, vous avez pas mal d'incursions de sujets plus adultes, alors rien de très violent, rien de très sexuel, rien de très grave, loin de là, mais vous avez quand même plusieurs références qui font qu'il y a clairement un double niveau de lecture dans ce roman. Moi, ça ne m'a pas tellement changé des aventures de Peter Grant, en enlevant, comme je vous le disais, le très gore et le très violent, parce que oui, The Rivers of London peut parfois devenir assez sombre, même s'il y a énormément d'humour, ça reste une saga très très adulte. Et surtout, là, ce qui peut un peu déstabiliser dans ce roman-là, c'est que vous avez énormément de notes de pied de page de la part de l'auteur qui vient commenter notamment le langage de Abigail, comme si Abigail était une personne qui existe réellement et qu'il ne faisait que retranscrire ce qu'elle lui a raconté. Par exemple, il vient expliciter des termes d'argot Jones, entre guillemets, parce que c'est clairement ce genre de ton qu'il emploie. Il vient également expliciter les différences entre l'anglais américain et l'anglais britannique. C'est un peu comme si on avait pris un roman destiné aux ados et qu'on avait voulu le rendre plus accessible à des adultes, ou alors qu'on avait pris des thématiques adultes et qu'on avait voulu les rendre un peu plus accessibles aux ados. Bref, ça donne un mélange assez particulier qui fait que même si le marketing et même l'esthétique du roman, parce que par exemple si vous regardez la carte au début, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça fait très roman jeunesse, et ben c'est pas complètement un roman jeunesse, mais c'est loin d'être un roman complètement adulte non plus. Donc si vous vous posez la question, est-ce que je peux le faire lire à un ado ? Oui, ça peut être une bonne entrée en matière dans ce qui est le domaine des enquêtes surnaturelles, mais il vaut mieux le donner à un ado déjà lecteur par ailleurs, et si vous avez un doute, je vous le conseille de le lire vous-même avant de le donner à votre ado éventuellement, parce que je sais que je ne le donnerai pas à tous les ados que je connais, clairement j'y réfléchirai à deux fois. Je le répète, il n'y a rien de très choquant en soi, mais ça reste quand même un style, un langage, et parfois même des scènes un peu complexes, encore une fois pas choquantes, mais juste à l'ambiance complexe, qui font que c'est pas très accessible si on n'est pas déjà un grand lecteur. Donc voilà, ça fait partie de ces romans un peu hybrides. Honnêtement, si je devais être honnête, je dirais que si Ben Aaronovitch a voulu agrandir son public, et ben il a peut-être un petit peu raté son coup, parce que ce qu'il a fait, c'est simplement calquer son style habituel à un personnage de 13 ans et en enlevant le choquant. Donc c'est pas un très bon exercice pour moi en termes d'adaptation. Peut-être qu'il voulait réellement montrer son style habituel à un public un peu moins averti. Dans ce cas-là, l'exercice est réussi. Mais si c'est pour agrandir son public, bah c'est pas franchement un carton plein. Donc si ce roman vous intéresse, sachez qu'il ne spoil pas ou vraiment très très peu l'intrigue de la saga principale, donc au vu de sa longueur, ça peut être pour vous, même en tant qu'adulte, une bonne entrée dans la saga, et sinon, bah moi je vais retourner à la saga principale, et je pense que je vais me lire le tome 4 très bientôt, voilà. Et on en finit avec le dernier livre de cet avis, il s'agit d'un petit graphique, il s'agit de Adulthood is a Myth de Sarah Anderson, donc qui a le pseudo sur internet de Sarah Scribbles. C'est un tout petit graphique qui dans ma bibliothèque était rangé au rayon jeunesse, parce que oui, bien évidemment, avec une couverture comme ça ne peut être que un graphique jeunesse. Non, non, pas du tout, c'est vraiment à destination des adultes, plus particulièrement des jeunes adultes, mais pas nécessairement de la jeunesse, à moins que ce soit de très très grands ados. On va suivre une jeune femme, c'est sous forme de petits épisodes complètement indépendants les uns des autres, et donc on va la suivre dans les péripéties de la vie d'adulte, avec notamment des thèmes comme les responsabilités de la vie d'adulte, les interactions sociales, la dépression, etc., etc. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Le fait qu'il y ait un petit lapinou beaucoup trop mignon, et ben ça n'a rien gâché, surtout qu'il sert un petit peu de Jiminy Cricket au personnage principal, j'ai trouvé ça très très drôle. Je vais vous montrer une ou deux planches, c'est un style très simple, mais qui fonctionne beaucoup, surtout pour les thématiques abordées. Bref, je lirai les autres tomes parce que je crois qu'il y en a plusieurs avec grand plaisir. J'ai vraiment passé un très très bon moment et je trouve que c'est un cadeau assez chouette à faire par exemple à quelqu'un qui vient d'avoir son propre appartement ou qui commence son premier vrai travail entre gros guillemets. Je pense qu'il y a de quoi beaucoup rire et aussi un petit peu se retrouver, et ça fait beaucoup de bien je trouve. Donc voilà, c'en est tout pour moi et cet avis lecture, j'espère que ça vous aura plu, et surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, et éventuellement si d'autres vous font envie. Je vous attends
j'attends donc en commentaire. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, c'est vraiment très important pour moi et pour YouTube. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, on est bientôt à 300 abonnés et ça me ferait très plaisir de pouvoir les atteindre. Pensez éventuellement à recommander cette chaîne ou cette vidéo en particulier à quelqu'un à qui ça pourrait plaire, c'est un bon moyen de faire découvrir cette chaîne à d'autres personnes. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!